Au bout du fil, il y a Georges Gaumont. On va parler pas d'Afrique ce matin, indirectement, mais pas d'Afrique. Vous me voyez venir un peu avec mes gros sabots. Puisqu'on fait une petite parenthèse, bien entendu, là, normalement, Georges nous parle de l'Afrique aux 2 semaines, mais là, force est de parler de cette controverse à l'Université d'Ottawa. Georges, bonjour. Bonjour, Caro. On s'est dit hier, puis c'est toi qui m'as téléphoné, puis on s'est dit, il faudrait, profiter de nos ressources, nos ressources noires que tu es, puis je le dis avec tout l'amour que j'ai pour toi. Je sais plus ce qu'on peut dire ou pas trop, là, mais ça va, hein? Non, écoutez, Caro, ce qui se passe aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire que c'est une péripétie, on va le dire comme ça, une péripétie d'un problème qui est toujours là aussi, hein. C'est un problème qui est lié au rapport ratio de toutes les façons. Si ça prend cette ampleur, George Floyd n'est pas loin de nous. Aux États-Unis, nous sommes encore dans ce contexte-là. Et puis aussi, je vais étendre pour dire que c'est quand même un problème beaucoup plus général. On voit aussi ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Écosse avec les peuples autochtones. Oui. Donc, pour moi, il y a un problème qui est là, qui n'est pas encore résolu complètement, auquel cas on n'aurait pas ce genre, n'est-ce pas, de polémique inutile à partir de l'utilisation d'un mot qui se trouve dans le dictionnaire. Et là, j'ai tendance à dire que, on va essayer d'aborder la question aujourd'hui en 3 points. Hein? Ça s'est passé dans un cadre qui est l'université. L'université qui est une instance de construction et de conservation des savoirs, mais aussi une instance, Caro, de contrôle social, une instance qui a une valeur éthique, une instance qui a une valeur humaniste et universaliste. Ça, c'est très, très important. Si je le dis, c'est parce que la polémique a pris lieu dans l'université. Oui. Auprès des personnes, en fait, que l'université a coopté ou a embauché pour perpétuer la vocation de l'université. Donc, ce qui veut dire qu'il y a la liberté que je défends également. La liberté parce que le professeur a une certaine liberté de transmettre cette connaissance-là. Et cette connaissance-là doit traduire le mieux possible la vérité universelle. C'est ça le truc. Donc ça, c'est un point quand même qui est très important, ce qui veut dire qu'à l'université, il n'est pas autorisé non plus de dire tout et n'importe quoi. Il faut dire la liberté, il y a une expression, c'est la liberté de certains s'arrête là où commence celle des autres. Oui, mais est-ce qu'elle aurait franchi la frontière, donc, cette professeure? Ah non, je ne pense pas qu'elle... Ça dépend aussi de l'intention. Oui, là, on semble comprendre que c'était dans un contexte d'explication historique de ce qu'on en a compris, là, donc... Absolument, c'est là où je soutiens évidemment cette collègue qui, dans un contexte bien précis, qui est un contexte pédagogique, qui renvoie, n'est-ce pas, à l'histoire telle que ça s'est passé, elle est dans son droit le plus absolu d'utiliser ce mot-là. Parce que ce mot-là, si vous voulez... Mais toi, Georges, là, est-ce que tu peux l'utiliser? Tu peux l'utiliser, ce mot-là? Toi, tu peux. Hein? Moi, je l'utilise, ce mot-là. Mais le sens que j'utilise ce mot, c'est évidemment le sens historique. Oui, voilà. Comme on le dit. Moi, je l'ai souvent dit. Attendez, la traite négrière, elle a existé ou pas? Qu'importe la connotation pour l'instant, ou bien les circonstances dans lesquelles la traite négrière a été mise en place. Ça, c'est un autre problème. Oui. Ça s'est passé au cours de l'histoire. Même le Saint-Siège, le pape, aussi a autorisé quand même l'esclavage. Et quand on regarde, on voit bien que le pape Alexandre VI a bien autorisé, n'est-ce pas, l'esclavage à l'époque. Donc c'est un moment historique qui a eu toute une dynamique de l'esclavage pendant 400 ans. Le monde a fonctionné sur cette base-là. Les écrivains ont écrit sur cette réalité-là. Les chercheurs ont écrit sur cette réalité-là. Mais cette évolution a été une évolution historique jusqu'à un moment où aussi, peut-être l'université aussi a évolué dans la connaissance et trouvé que, il y a quand même des choses qui sont inconcevables, qui ne relèvent plus de l'histoire glorieuse de l'humanité. C'est une histoire non glorieuse. Et il faut que les gens sachent que l'esclavage, en France par exemple, ça a été, c'est un crime
contre l'humanité. Ben oui. Et quand on l'a dit, on est dans la rhétorique tout simplement. Mais il faut que les gens se fassent aussi l'effort de comprendre au-delà de la rhétorique, c'est-à-dire que la liberté que toi et moi, Caro et les autres avons à manipuler les mots, à dire ce qui nous vient par l'esprit, il faut aller aussi dans les profondeurs de l'événement dont les mots que nous utilisons renvoient. C'est-à-dire la traite des esclaves, la traite des nègres. Il y a eu même des bateaux qu'on appelle des négriers. Ça, c'est dans l'histoire. On ne peut pas passer à côté de ça. Mais une fois que ça s'est dit, Georges, puis qu'on comprend tout le sens qui est très, très lourd là, de ce mot-là, puis un peu comme on disait les sauvages, puis on a éliminé ce nom-là, parce qu'on peut... Bon, là, je l'ai dit, mais on le dit plus, puis c'est très bien comme ça, puis il faut... on s'est dit à un moment donné, ben non, ce n'est pas ça. Est-ce que ce débat-là, cette controverse-là autour du mot, là, est-ce que c'est pas une dérive de la lutte contre le racisme? Parce que là, on parle d'un mot, il y a un petit clan, j'imagine que c'est une minorité de personnes qui se sont senties, je sais pas, en fait, je sais pas combien de gens se sont sentis visés, attaqués par la professeure qui a utilisé ce mot-là, mais est-ce qu'il n'y a pas une dérive, là? Mais il y a une dérive, et je reviendrai aussi, il y a certainement une dérive là-dessus. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Moi aussi, écoute, aujourd'hui, si on parle de moi au présent, en me renvoyant au mot nègre, moi je serais pas content. Je vais réagir, parce que la connotation aujourd'hui, on sait très bien à quoi renvoie cette expression de nègre qui embrasse tout un pan entier de l'histoire des Noirs, évidemment, comme on le dit. On va pas revenir, c'est pas une émission sur l'esclavage ou que sais-je encore, mais on voudrait quand même aussi faire une lecture de l'organisation sociale, de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On a aussi quand même comme l'impression que, malgré le fait qu'on a compris que c'était une plaie de l'histoire dans ces rapports difficiles entre les Blancs et les Noirs, aux États-Unis, en 1964, il y a eu les droits civils où on a déclaré le racisme comme étant anticonstitutionnel dans un pays qui, depuis la fondation, a établi la différence entre les races comme quelque chose de fondamental dans la Constitution américaine avant l'arrivée du 13e amendement qui vient abolir tout après la guerre civile. Donc il y a aussi ce côté-là qu'il faudra regarder pour comprendre aussi les étudiants qui ont réagi de cette manière-là. Et une fois de plus, je ne suis pas dans l'esprit de la pauvre sœur, ma collègue qui a prononcé cela. Si c'est cet aspect péjoratif, et là aussi, on a le droit aussi d'interpeller cette membre de la communauté académique de se raviver à ce niveau-là. Donc, au fond, il faut interroger fondamentalement notre organisation sociale. Qu'est-ce qui est fait, évidemment, au niveau politique dans cette affaire-là? Il y a l'université et les professeurs d'université et les étudiants d'un côté, et il y a aussi les hommes politiques, ceux qui ont, n'est-ce pas, la légitimité de nous présenter une société qui soit exsangue, qui soit à l'abri de toutes ces considérations racialistes. Ouais. Parce que si le travail était fait à ce niveau-là, on n'arriverait peut-être pas là, parce qu'on aura combattu avec la force qu'il faut. Georges, je me permets de t'arrêter 2 secondes, parce que oui, la situation aux États-Unis, et on la connaît, les George Floyd, il y en a beaucoup de George Floyd aux États-Unis. Est-ce que la situation au Canada est similaire? Est-ce qu'elle est pareille? Là, je me pose la question sur le sujet. Oui, il y a du racisme, puis oui, il y a du racisme systémique au Canada, au Québec, mais est-ce que c'est la même situation ou c'est pas la situation aux États-Unis qui déborde au Canada? Je pose la question, là, j'en ai aucune. Oui, écoute, oui. Déjà, les États-Unis en tant que tels, c'est un grand laboratoire de l'observation des rapports interraciaux, ça c'est clair et net. Et le mot dont il est question, le mot nègre, c'est d'abord dans la littérature ou dans la langue anglaise où ce mot-là a pris, n'est-ce pas, une connotation péjorative et dérogatoire. Ça, tout le monde le sait très bien. Et puis, en français, c'est arrivé aussi dans la langue française et dans la langue ibérique avec le nom négro. Et là, il faut savoir, pour venir un peu, je vois bien la question que tu poses par rapport au Canada, mais le contexte là est très, très, très important pour dire aussi ceci, Caro, que le mot, on a dit aussi que le mot utilisé par les Noirs eux-mêmes également, mais il faut comprendre que, et quand
quand les Noirs utilisent ces mots, est-ce que ça pose problème ou ça pose pas problème? Les gens disent, mais ça pose pas problème, et les Noirs veulent que ça soit eux-mêmes qui utilisent ces mots. Mais il faut savoir aussi que la posture dans laquelle les Noirs se trouvent à vouloir utiliser ce mot, ce sont des mécanismes de défense. C'est des mécanismes de défense, des mécanismes psychologiques de défense, parce que, évidemment, la charge du mot nègre et l'impact que ça a eu sur la vie des Noirs jusqu'aujourd'hui, l'esclavage s'est terminé depuis quand même 1848, et les effets psychologiques, ça continue à exister jusqu'aujourd'hui. Donc les mécanismes de défense aussi, c'est comme si tu disais que Georges, tu es le mangeur de grenouilles, tu es le mangeur de grenouilles. Si au départ c'est dérogatoire, ça veut m'insulter en tant que tel. Eh bien moi-même je me dis, alors que moi je suis donc le mangeur de grenouilles, je veux m'attribuer un peu cela pour arrêter un peu la force que tu as à me provoquer à le dire, parce que je l'accepte moi-même. Et c'est ce qu'on appelle, les Américains appellent the self-fulfilling prophecy. Tu vois, ça veut dire simplement que, à force de dire, Georges Goma, tu es un vilain gars, je veux me mettre dans l'esprit que finalement je suis un vilain gars, je me reconnais dans ça. Et ça aussi, on peut voir aussi, ça peut être positif aussi, hein, toujours pas négatif. Les gens connaissent peut-être ce qu'on appelle l'effet Pygmalion à l'école quand même. L'effet Pygmalion à l'école, c'est le fait qu'un professeur incite l'étudiant à avoir des bonnes notes et lui dise tout le temps de travailler de telle manière à avoir la réussite en tant que telle. Et l'étudiant peut adopter le discours du professeur, aller vers la réussite et il va finir par réussir. Et en même temps, en médecine, on connaît aussi l'effet placebo. Mais l'effet placebo, c'est le fait qu'on dise que cette substance, qui n'a pourtant aucune valeur médicamenteuse, peut t'aider à soigner telle maladie. Le fait que tu le crois avec une force, tu peux arriver à guérir. Ben alors, ramène-moi, Georges, avec le problème du mot, là, finalement. Quel est-il? Là, j'essaie de comprendre l'effet placebo et qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que j'aimerais ça que tu expliques. Ben oui, mais écoute, le mot, une fois de plus, moi, je suis pas de nature à ce qu'on puisse le bannir de notre paysage en tant que tel. Je reviens un peu sur mon postulat de départ. Ça dépend de l'intention. Si ça rentre dans les tensions purement académique de la construction, la connaissance ou de conservation de cette connaissance-là à l'université, on peut parler de cela puisque ça a existé. Mais maintenant, si ça rentre dans la circularité de la pérennisation des rapports raciaux où on veut réduire les personnes de race noire, qu'on l'on voit aujourd'hui, tu me parlais du Canada, mais parlons-en, c'est pas Georges Goma qui le dit, tous les rapports arrivent, tu l'as dit toi-même aussi, qu'il y a le rapport systémique qui existe, tout le monde le dit. Et ce rapport-là, il y a quand même des faits qui sont réels, que les personnes de race noire ont du mal à percer en fonction de leur qualification, en fonction des diplômes qu'ils ont. Ils ne percent pas dans les milieux où ils devaient percer. Mais clairement, moi, c'est sur ça, là, et je reviens à ma question de tout à l'heure, la dérive, parce que oui, il y a du racisme systémique à partir du moment où on l'a admis puis qu'il faut régler ces problèmes-là. Des débats sur ce mot, ça crée pas d'autres tensions, puis ça crée pas des dérives, justement. Je reviens à ce mot-là, là, parce qu'il m'en vient pas d'autres en tête, mais en tout cas, des distorsions à tout le moins, puis on s'éloigne du véritable problème qui est le racisme systémique. Oui, je suis d'accord avec toi, absolument. C'est-à-dire qu'on est en train de passer du temps sur rien. Hein? On est en train de passer du temps sur des mots. Bien sûr, tout commence par la rhétorique. Oui, mais une fois de plus, franchement, une fois que c'est dit que c'est dans un contexte, une fois qu'on a dit que le mot a été dit dans un contexte académique de savoir, de transmission de savoir, il me semble que c'est le gros bon sens. Mais il n'y a pas un radicalisme ou c'est pas un extrémisme nuisible, ça, cette forme de lutte-là? Je sais pas, là, je pose la question. Moi-même, finalement, j'en suis là également. Je sais plus finalement ce qui est important. Est-ce que c'est la rhétorique ou bien c'est la réalité, l'engagement des uns et des autres pour essayer d'éradiquer un fléau? Parce qu'il faut dire que c'est un fléau. Et aujourd'hui, ce que je constate, moi, Caro, c'est comme si dans le monde que nous vivons aujourd'hui, il n'y a plus une autorité régulatrice au niveau moral. Regardez ce qui se passe une fois de plus aux États-Unis. Et tu avais raison de poser la question parce que finalement ce qui se passe aux États-Unis, vu la puissance économique des États-Unis, la puissance militaire et tout cela, donc les États-Unis sont quelque part aussi, en fait, comme est-ce que c'est un modèle? Je n'en sais rien, mais vraiment, on mesure quand même quelque chose à partir de ce qui se passe aux États-Unis.
le comportement des personnes au très haut niveau de l'État, quand même, qui encouragent quand même des faits de racisme. Ouais. Tu sais de qui je parle et j'ai pas envie de le nommer. Mais lui, au très haut sommet de l'État, si on se comporte de cette manière-là, c'est que on va à volo, là. On va à volo. Et je voudrais quand même aussi te dire quelque chose, Caro, puisqu'il s'agit de la rhétorique d'utilisation de ce mot-là, c'est que c'est un mot aussi qui a été utilisé quand même par des grands écrivains africains aussi, comme je l'ai dit tantôt, mécanisme de défense avec la négritude, le mouvement La Négritude aussi, c'est parti de cela. Et on entend aussi parler de l'art nègre à l'époque aussi, il y avait l'art nègre pour désigner un peu la dimension artistique africaine en tant que telle. Et là aussi, on est passé de art nègre à l'art africain aussi. Donc en fait, finalement, il y a quelque chose qui est dérangeant dans cette utilisation. Évidemment, quand on ne fait pas l'effort de distinguer les choses, Caro, oui. Hein, tu vois un peu? Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas comment se dit, mais le point central pour moi, c'est que le vrai problème se trouve ailleurs. Le vrai problème se trouve ailleurs. Oui. Et le sens dont on utilise le mot nègre, parce que ce sens-là aussi existe bel et bien dans notre vie quotidienne. Les Noirs sont quand même l'objet des attaques parfois très 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 rudes. Et on oublie quand même que non, mais les Noirs ont beaucoup apporté à l'humanité aujourd'hui. Mais sur ça, Georges, on s'entend tous, là, c'était dans le contexte de l'université. Et là, on peut lire ce matin que le gouvernement ontarien ne veut pas s'en mêler. Ce sera peut-être le sujet d'une autre chronique, mais est-ce que puis on a vu du côté québécois, là, même si l'Université d'Ottawa est du côté ontarienne, mais bon, il y a beaucoup de Québécois qui étudient là. C'est mon université, d'ailleurs. J'ai étudié là, mais que les gouvernements ne s'en mêlent pas. Ah non, moi je crois, écoute, moi je sens que tu termines ta question. Moi, là, sur une ouverture, hein, Georges? Je suis pas d'accord que le gouvernement ne s'en mêle pas, parce que c'est comme un père de famille qui est responsable d'une famille et qui a une situation qui se trouve dans la famille et il botte en touche. Il botte en touche, le gouvernement doit prendre son rôle de médiation et remettre les choses à leur place. Ah ouais, voilà. Mais c'est pas moi qui a choisi, là, c'est le gouvernement de Ford qui a choisi. Oui, c'est ça. Mais non, oui, non, et puis l'attitude de l'université aussi, on pourrait en discuter, ça pourrait être une autre chronique, mais les dirigeants de l'université qui sont quand même, tu l'as dit, c'est toi-même qui l'as dit d'emblée, une institution, une instance de construction et de transmission du savoir qui comme ça ne prend pas plus position ou qui a tout simplement parce que on a choisi la position facile de suspendre la professeure. Là, oui, pour mais la professeure qui a été suspendue a été réintégrée. Oui, voilà. Elle a été réintégrée et aussi l'impact, le choc que cela a fait. J'ai suivi la professeure en question. Elle a parlé aussi. Elle était toute en émotion. Elle n'a pas mesuré, n'est-ce pas, la hauteur de cet impact que ça a fait sur elle, et je lui souhaite vraiment de bien se rétablir. Et ce choc-là aussi aura peut-être pour vocation de dire aux autres que, faisons quand même attention. Oui. C'est-à-dire, faisons attention dans le sens dont on utilise les mots. Parce que, écoute, quand je le dis, je n'exagère pas de dire que cette institution très, très, très noble, la noblesse de l'université, qui devait être exsangue, c'est-à-dire à l'écart de toute forme de discrimination, qui devait avoir une démarche pédagogique pour faire comprendre au grand public que non, mais voilà, des comportements de ce genre ne sont pas tolérés, malheureusement, c'est comme si on peut aussi avoir des éléments qui montrent que quand on sort de l'université, peut-être qu'on laisse au seuil de son bureau ses valeurs humanistes, universalistes, et puis on se comporte aussi comme un peu tout le monde qui ne connaît pas le sens des choses. Ça, il y a des cas, c'est pas général, mais on peut voir aussi qu'au sein de l'université, il y a du racisme. Quand on le dit, on ne condamne pas, on ne fait que dire ce qui est la réalité de la chose. Ouais. Voilà. Bon, donc, écoute, Georges, c'est un sujet dont tu pourras parler avec Pamela dans les prochaines semaines, ou puis même en janvier quand je serai de retour, là, parce qu'on n'a pas fini d'en parler certainement. Georges, je te souhaite un très bel automne. Je te remercie beaucoup. Une très bonne journée également. Merci, Caro, et bon vent en Suisse, comme d'habitude. Oui, allez, hop. Merci beaucoup, Georges, au plaisir. Okay, bye-bye, bonne journée. 7h28 minutes.